bienvenue dans votre émission, cette libre antenne qui est à vous, et rien qu'à vous, pour échanger avec d'autres auditeurs au 39 21, pour vous confier aussi et trouver des réponses à vos questionnements intérieurs. Contrairement à ce qu'on serait tenté de croire, on ne souffre pas d'un nombre incalculable de soucis, mais d'un seul et unique qui contamine insidieusement toutes les parties de notre âme, tous les pans de notre identité plurielle. Il existe chez chacun, par-delà la diversité apparente et éparse de ses difficultés, ça peut être l'amour, le travail, la famille, le logement, il y a un motif de fond, une trame, un thème essentiel. À l'image d'une enquête policière, je suis à votre écoute pour repérer non pas l'origine, mais plutôt l'idée principale, la notion clé, la préoccupation centrale de votre discours, invisible et sous-jacente. Une sorte de fil d'Ariane guidant nos pas, comme ceux de Thésée dans le labyrinthe à la recherche du Minotaure, qui perturbe le bon fonctionnement du moi. Quel est le sens et l'objet de votre quête ? Que recherchez-vous ? Que fuyez-vous vraiment ? Quel monstre, quel Minotaure dévore une part importante de votre énergie vitale ? Allez, on cherche ensemble ce soir le thème principal de votre récit. Quentin est là pour recevoir vos appels au 39 21 et c'est Boris Piridou qui réalise cette émission. Vous pouvez aussi apporter vos commentaires à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit et dialoguer avec nous par mail sur le site europe1.fr. J'attends vos appels sur le 39 21. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Emilien. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène ce soir ? En fait, j'avais téléphoné ça date il y a plus d'1 an. Ouais. Je devais passer un concours de sous-officier de gendarmerie que je n'ai pas eu. Mmh. Et que je dois repasser d'ailleurs incessamment sous peu. Ouais. Mais en fait, j'ai toujours, je dirais, une question qui me taraude. Enfin, ouais. Taraude. Au niveau de la question de la confiance, en fait. Oui, Et j'ai beau faire un peu votre thème principal, hein, comme je disais en introduction. Voilà. Tout à fait. Et j'ai beau faire tout ce que je veux, et je suis je dirais le seul qui ne soit pas convaincu de mes capacités. Eh oui, c'est bien embêtant ça. Comme vous dites, donc, le seul. D'où ça vient ça, d'après vous, Emilien ? Qu'est-ce que vous avez identifié comme vous brouillant la vue sur vos capacités ? Ou qu'est-ce qui fait que vous n'y croyez pas ? Qu'est-ce qui empêche d'y croire ? Je dirais mes expériences passées. Ouais, bah oui, parce qu'effectivement, la confiance, elle se construit sur ce qu'on réussit souvent. Voilà. Donc je me suis basé, je dirais, là-dessus, et malgré ça, je dirais que j'ai réussi avec le temps tout ce que j'ai entrepris. Ah, tiens donc, ouais. Enfin, c'est alors... l'autosuggestion, je dirais que malgré que j'ai pas eu tout de suite, mais je l'ai eu quand même au fur et à mesure du temps. Mais et ça ne vous permet pas pourtant d'ancrer un peu de confiance, parce qu'on a rarement tout de suite. Ça nous demande des efforts, du courage. Les choses n'arrivent pas comme ça. Tout à fait. Mais après, comme vous l'avez dit la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais un peu usé par les épreuves que j'ai eues. Donc j'aimerais bien avoir avoir la reconnaissance que je voudrais avoir, en fait. Un peu comme si vous étiez beaucoup battu et maintenant ça suffit, quoi. Vous voudriez que ce soit un peu plus facile. Oui, mais je me dis que ça va pas être terminé. Mais non. Donc, là, les prochaines épreuves, c'est en janvier, donc. En mars. En mars. Et là, en fait, est-ce que que vous l'avez donc passé 2 fois, c'est ça, cet examen ? Oui. Et il y a une progression que vous voyez entre la première et la seconde, quand bien même, vous ne l'avez pas eu, est-ce que vous notez une progression ? Bien sûr. Après, en fait, le truc, c'est entre le moment où je suis passé à la radio et à l'heure d'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements. Ça me paraît important. Mais pour moi, je suis déjà quelqu'un de très exigeant envers moi-même et de très exigeant envers les autres. Donc, pour moi, c'est jamais assez. Ça peut être un moteur au lieu d'être un frein. On dirait que vous avancez avec le pied sur le frein. C'est difficile de conduire une voiture en frein en même temps. Ça marche beaucoup moins bien. Donc, après, j'ai tout.
moi, j'ai des amis que j'ai discuté, ça peut être, oui, comme ça peut être un moteur, comme ça peut être Oui, quelque chose de bien sûr. pénalisant pour moi, Oui. parce que à force d'être trop, je dirais, trop sévère avec soi-même, on finit par croire que, Que rien n'est possible. voilà. Mais On ne si vaut vous pas montez la grand-chose. barre de l'obstacle à chaque fois, en imaginant que voilà, vous êtes un cavalier, hein, et que vous faites un parcours d'obstacles, mais voilà, on entraîne son cheval et on entraîne sa monture pour sauter toujours 1,10 m puis 1,20 m. Mais si vous, à chaque fois que vous réussissez 1,20 m, vous remontez de 10 cm, votre monture, elle dit bah non, là c'est bien, je suis tranquille à 1,20 m, mais tu me la montes encore à 1,30 m. Et vous ne validez pas le fait que vous sachiez monter et sauter 1,20 m. Mhm. Hmm. Que, Qu'est-ce qui empêche? Voyez, vous appelez ce soir en disant, je manque de confiance en moi. Pourtant, vous repassez encore ces examens en mars, donc vous vous accrochez. Ça s'appelle de la persévérance, ça s'appelle aussi du courage. Et il en faut. Et il en faut pour avoir confiance. Vous voyez? Et c'est un processus, la confiance. C'est pas quelque chose qui est donné d'emblée. je me dis en fait, est-ce que c'est pas une image faussée que j'ai de moi-même en fin de compte? Ah. Est-ce que je m'accroche pas à quelque chose que j'aurai jamais? C'est ça que vous vous dites? Non, c'est pas ça en fait, c'est au niveau je sais que je peux l'avoir Oui. au point de vue de mes capacités actuelles, je sais que je peux être D'accord. Alors, elle est où l'image faussée? Elle je dirais raconte quoi? vis-à-vis de moi-même en fait. Moi je me suis en fait de part de mes expériences passées, je me suis donné une image qui n'est pas je dirais qui n'est pas Elle ressemble à quoi c'est pas cette moi. image? Alors, elle Ben, ressemble à quoi? pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, bon, c'est un peu mieux que d'habitude, mais je trouve encore que je suis un peu péjoratif sur les bords. Sur vous-même. Vous, Ouais. vous vous jugez Alors, durement. voilà. Alors que j'ai plein de personnes qui me disent, mais non, t'es pas comme ça, Vous pouvez me Donc, dire sur quoi vous vous jugez durement? Ça porte sur quoi le jugement que vous avez sur vous-même? De quelle façon vous alors, vous voyez? déjà, de quelqu'un de mauvais, au final. Mauvais, à quel point de vue? Mauvais, je dirais pas compétent. Pas compétent. Euh, Après, il faut savoir aussi que, j'étais obèse avant. Ouais, Quand j'ai appelé, j'étais obèse. Je faisais 110 kilos. ouais. Et là, je suis redescendu à 90. Mhm. Et après, c'est peut-être sur, je sais pas si je pense que c'est encore un travail à faire sur moi-même, c'est que je me trouve encore dans la glace trop gros. Mhm. Et je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui vient, le fait que j'ai été humilié Ouais. dans Oui, bien l'adolescence, sûr. tout ça. Donc, Vous avez raison. donc il y a Ah oui. encore. Mais là, vous dites quelque chose de très important, Emilien, parce que l'image du corps, c'est celle qui est la plus, j'allais dire, la plus longue ou la plus tenace à faire bouger. Vous voyez, si vous êtes senti mal dans votre corps adolescent et que malgré, vous voyez, d'avoir perdu du poids, vous vous voyez toujours comme le jeune homme que vous étiez moqué ou humilié, ça reste ancré. L'image, elle reste ancrée. Donc, Moi, j'aimerais bien. mais oui, donc il faudrait faire. Alors, ce serait bien, je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu de travail sur vous, mais tout ce qui a recours à l'hypnose ou la sophrologie pour travailler l'image du corps serait assez indiqué dans votre cas. Parce que vous voyez, c'est pas tant d'en parler, il faut réancrer. Vous voyez, c'est comme s'il fallait retravailler votre logiciel sur la façon dont vous vous voyez. Et ça, on peut le travailler en hypnose ou en sophrologie dans des états, on va dire, de conscience un peu modifiés ou de rapport avec le corps, via la respiration, via la détente et du lâcher prise. Et ça va vous amener à bouger le logiciel. D'accord. Donc ça va travailler mon esprit au final. Exact. Oui, ma mais vision de moi-même. on est trois, on est âme, corps et esprit. Donc, bien sûr que, voilà, en thérapie, on a les mots pour le dire et c'est important parce que ça, notre cerveau le comprend. Mais c'est important aussi que ce qu'on puisse mettre en mots et ce qu'on puisse exprimer la conscience qu'on a des choses de la vie puisse également se lier et s'ancrer avec notre corps et notre spiritualité et notre âme. Donc tout ça marche ensemble. Ce qu'on dit quand un être est centré, il est bien dans l'axe de ces trois éléments. Et vous, si c'est ce que je comprends finalement dans votre conscience, votre confiance, pardon, mais aussi votre conscience, le corps y est pour beaucoup.
C'est important de travailler sur l'image de votre corps. Disons que j'essaie de travailler les deux, quoi. Oui. Vous voyez quelqu'un ? Un Faites psy. des séances. Je sais pas, oui, un psy ou un Non. Après, au début, en fait, j'en parlais à des gens autour de moi. Oui. Moi, je me servais de ça. De quelle façon vous avancez, vous ? Qu'est-ce que vous faites pour aller mieux ? Alors, déjà, je fais du sport. Ouais. Je sors, chose que je ne faisais pas avant. D'accord. Donc là, il y a une progression. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaie d'en parler. Après, c'est pas tout le temps. Hein. J'essaie d'en parler aux personnes, ces personnes qui, je dirais, qui m'entourent. Bienveillante avec vous. Oui. Voilà, ce qui va pas, ce qui sont franches avec moi et ce qui va pas chez moi. Et je me sers de ça pour. Bon, mais écoute, il y a ça qui va pas, mais voilà. Alors, c'est-à-dire j'essaie d'améliorer ceci. Oui, mais alors vous vous en remettez à l'autre avec toute la projection qu'il peut avoir sur vous. Vous voyez, c'est comme si vous donniez les clés de la maison à quelqu'un pour lui dire, vas-y, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Ça vous crée pas de confiance, ça, Émilien. Vous voyez ? Vous ne comptez pas sur vous, vous comptez sur l'autre pour vous dire ce que vous avez à faire de vous-même. Or, vous savez, vous, profondément, et vous me le dites d'ailleurs ce soir, ce qui est important pour vous. Donc, psy ou pas psy, vous voyez, moi, je vous dis pas d'aller obligatoirement voir un psy. Je pense que pour vous, ce serait mieux de travailler soit en hypnose, soit en sophrologie plutôt qu'avec un psy. Et ça, il y en a partout aujourd'hui. Il y en a sûrement dans votre ville. Oui. Mais c'est très bien d'écouter les amis et les proches quand ils sont bienveillants et bien sûr qu'ils sont très importants pour arriver à mieux se regarder parce que quelquefois on ne se voit pas. Hein. Donc ça nous renvoie à nous-mêmes et ça nous renvoie à une image. Mais jusque de là à dire, si on me dit qu'il faut que je fasse ceci ou que je fasse comme ça, je l'écoute. Est-ce que quand on vous le dit, vous dites ah oui c'est une bonne. Est-ce que vous avez un filtre dans ces cas-là, vous voyez? Est-ce que vous vous dites c'est une bonne idée, je prends pas, vous voyez? Non, moi après il y a toujours ma personnalité certes. Hein. D'accord. Je prends toujours je prends toujours l'avis en mettant mon avis aussi avec mon avis personnel dedans. D'accord, génial. OK, c'est ça que je voulais vérifier avec vous. D'accord. Non. Donc vous filtrez. Vous prenez, vous prenez ou vous ne prenez pas. C'est important ça. Hein, de ne pas prendre tout ce que disent les autres sur soi. Voilà, pas prendre argent comptant, non. Voilà. Non. Donc vous voyez, vous avez déjà un bon début de confiance. Je crois vraiment que là, votre sujet de la confiance est beaucoup plus lié à l'image de votre corps et à effectivement les humiliations subies adolescents qui restent très très ancrées et qui peuvent rester ancrées longtemps. Quelquefois, vous voyez, mais même que ce soit des femmes ou des hommes, on est mince à, 30, 40, 50 ans, alors qu'on a été un peu rond ou ronde adolescent. Et la personne se voit toujours ronde, vous voyez, alors qu'elle est très mince. Donc l'image du corps, c'est vraiment quelque chose d'ancré très très profondément dans notre inconscient. Et ça se travaille très très bien en hypnose ou en sophrologie. Enfin, surtout en hypnose. Donc ça, je vous le conseille. Et voilà, c'est pas forcément très onéreux et c'est pas des séances pendant des années. Hein, c'est sur quelques mois. Mais ce serait pas mal de démarrer avant vos examens, vous voyez, de mars, parce que ça va vous permettre de travailler sur 2 plans, psychique et corporel. Ça va faire le lien entre les deux. D'accord. Et ça va vous aider. Et vous n'avez pas à raconter toute votre vie. Vous voyez, sur un divan ou dans un fauteuil. D'accord. Non, mais après, je dirais que, pour moi, après, c'est peut-être être idéaliste ou quoi que ce soit. Je cherche toujours à m'améliorer au quotidien, en fait. C'est plutôt pas mal, ça. Vous trouvez que c'est un défaut? Ça vous empêche de faire quoi? En quoi vous me le présentez en me disant c'est pas terrible parce que je cherche toujours à m'améliorer? Non, parce que quand je parle ça à certaines personnes, on me prend pour, j'ai vraiment l'impression d'être décalé sur... à vous, ça vous met la pression, ça c'est sûr, un peu, on va dire. Mais c'est pas mal d'avoir une certaine humilité sur soi-même en se disant que voilà, peut-être qu'on peut bouger, ça vous donne une certaine souplesse justement dans votre psychisme mais aussi dans votre corps, ça vous rend souple. Maintenant, ça dépend si c'est fait. Vous voyez, si ce que vous faites avec vous-même, c'est de vous dire non, t'es vraiment pas au niveau, donc tu dois toujours t'améliorer. Et en quel cas,
vous sciez un peu votre branche de confiance parce que finalement ça ne vous va jamais, ou c'est une posture de vie qui consiste à dire ah bah oui, là par exemple c'est pas là j'ai une marge de progression, mais là je suis content de moi. Vous voyez, il faut que vous fassiez l'équilibre, Emilia, entre là où vous êtes content de vous et là où vous avez vous repérez pour vous quelque chose qui serait sympa à améliorer, mais pas dire je suis tout le temps à devoir m'améliorer. D'accord. C'est un petit équilibre à créer. Avant, j'étais comme ça, en fait. Le fait d'être, je dirais, sous pression, c'est pas assez. Oui, il n'y a rien qui va jamais, quoi. Voilà. Du coup, vous êtes insatisfait un peu dans la vie. Voilà. Ça vous va jamais. Oui. À l'heure d'aujourd'hui, je dirais c'est un peu le contraire parce que déjà, je suis fier d'avoir perdu autant de poids en très peu de temps. Super. Ouais. 20 kilos, et après, c'est je me dis que je peux faire plus. Et je peux faire plus, mais avec le temps, ça ira. Mais pas directement, je suis faire moins que rien, tu pourrais faire plus ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que là, à un moment donné, je suis arrivé à un bon niveau. Ouais. Et je peux aller au niveau supérieur, mais avec le temps. Mais oui, avec le temps, exactement. Après, c'est... Il y a une phrase que j'aime beaucoup, Emilia, je vais vous la dire, parce que moi, je m'en sers aussi pour moi. C'est « Allons doucement, nous sommes pressés ». C'est un peu paradoxal. Eh oui, mais justement, pensez-y. Pensez-y. Allez doucement, vous êtes pressé, Emilien. Vous voyez ? Laissez-vous le temps. C'est important. Hein ? On en gagne, en fait. Hein ? C'est perdre son temps pour mieux en gagner aussi. Hein ? C'est tout le paradoxe. Tout à fait. Mais des fois, je me dis que le fait d'avoir eu mon concours avant, cette année, je me dis que c'était pas plus mal. Ah, super. Vous positivez alors. Vous êtes optimiste. Parce qu'en fait, au final, comme vous avez dit, il y a un encart de prendre soin de moi au final. Et je pense que c'était la chose à faire plutôt d'avoir ce concours. Exactement. Et de prendre le temps, vous voyez. Allons doucement, nous sommes pressés. Voilà. Donc là, ça arrive en mars. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur une belle réussite. D'ailleurs, tenez-nous au courant, ce serait sympa. Hein, vous me direz, d'accord, en mars, si vous l'avez, ça me fera plaisir. Et puis, essayez d'ici mars de faire quelques séances, soit d'hypnose, soit de sophrologie, plutôt d'hypnose. Et ça va bien vous aider. Ça va bien vous réconcilier avec votre corps. Okay. En tout cas, vous êtes bien en route et je vous souhaite un joli chemin pour 2015. Comme cette saison, c'est bientôt la fin de l'année. Bon courage à vous, Emilien. Merci. Oui, au revoir. Au revoir. Et merci à Jocelyne la Normande pour son adorable SMS. Et puis également une auditrice pour vous, Emilien, qui dit qu'elle a eu son permis aujourd'hui après 6 échecs. Donc bravo pour le permis de conduire. Je ne sais pas le prénom de cette auditrice, mais en tout cas, on vous félicite parce que c'est pas toujours évident le permis de conduire. Vous êtes là, Anne ? Oui. Oui, bonsoir Anne. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous amène ce soir ? Alors, ça fait déjà plusieurs fois que je vous écoute tous les soirs, quasiment. Et j'ai longtemps hésité avant d'appeler. Et bon, ce soir, je me suis lancée. Voilà. Donc, actuellement, je suis en couple, entre guillemets, puisque nous ne vivons pas ensemble. Je suis avec un homme depuis bientôt 2 ans. Et je n'arrive pas à lui faire confiance. Parce que, qu'est-ce qui motive le fait que... Alors, tout d'abord, disons que, sans le vouloir réellement, j'ai découvert des choses à son sujet. Et petit à petit, disons que par rapport à ce que j'ai découvert, j'ai voulu en savoir un peu plus. Et voilà, j'ai le doute qui s'installe de plus en plus. Et ça devient une obsession au point que maintenant je surveille tout, je contrôle tout et voilà, ça devient... Ça paraît un peu normal d'avoir du mal à faire confiance quand on découvre des choses dans un couple où on a l'impression qu'on nous a caché, pas plus que l'impression, parce qu'il me semble, vous avez l'air de dire que vous avez découvert des choses qui étaient cachées, c'est ça, que vous n'auriez pas dû savoir. Voilà. Oui, donc le fait de perdre confiance, ça tombe pas du ciel. Vous voyez, il y a bien un fait.
Oui. Hein, Oui, parce oui, qu'on oui. on a l'impression, quand je vous écoute, que vous vous en voulez. C'est un peu comme si c'était de votre faute d'avoir perdu confiance. Hein, c'est l'arroseur arrosé, quoi. Oui, si vous voulez, bon, de Mm. nature, je suis méfiante, Oui. mais... Mais vous avez senti un truc, quoi. Oui, j'ai senti quelque chose. Mm. Bon. J'ai fait aussi quelque chose que j'aurais pas dû faire. J'ai regardé sur Dans son le portable. J'allais vous Voilà, le dire en évidemment, même temps. C'est un classique. ça c'est Oui. classique. Oui. Donc je me suis rendu compte qu'il avait encore des, comment dirais-je, qu'il entretenait des liens uniquement par SMS avec son ex-conjointe, Oui. dont il ne m'a jamais parlé d'ailleurs. Et c'est sur son portable que je l'ai découvert. Bon, il faut savoir que c'est une personne qui vit, son ex-compagne était une personne qui vivait très loin, Oui. donc il y avait la distance qui les séparait, mais il entretenait toujours un lien à distance, voilà. Mais ils sont séparés, divorcés. Enfin, c'est quoi, la mère de ses enfants? Non, du tout, Non, non. ni divorcés, non, ils n'étaient pas mariés, ça c'est sûr. D'accord. Voilà, c'était une relation, je ne sais pas plus en fait, je ne sais pas grand-chose. C'est une personne qui vit à l'étranger en plus. Oui. Donc apparemment, ça semblerait, enfin c'est une personne qui parle espagnol, d'après ce que j'ai lu. Et donc j'ai rapidement découvert son adresse mail. Je lui ai envoyé un mail. Je n'aurais peut-être pas dû le faire. Pour lui dire quoi? Mais bon. C'était quoi l'objectif? Je voulais savoir où elle en était avec lui. Et elle m'a dit, mais il y a très très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et voilà. Les textos qui s'échangeaient, c'était des textos, j'allais dire, amoureux, tendres, enfin, ou juste elle, de prendre oui. des nouvelles? Elle, oui. Lui, il lui répondait... non, lui, il semblait que non, mais Plus distant. elle, oui, par contre. C'était assez régulier, c'était une fois par mois. Il envoyait des messages une fois par mois. Et c'est elle qui lui envoyait des messages plutôt. C'est elle qui envoyait des Et messages. lui qui oui, tout à fait. répondait par, Voilà. on comprend par, voilà, par soutien ou intérêt ou Voilà. gentillesse. D'accord, donc c'est pas une liaison. Il ne s'agit pas d'une liaison Ça entre m'a vous, été savez pas. Non, pas vraiment, si vous voulez, mais bon, le fait qu'il m'ait caché ça, déjà, ça m'a... Oui. Et ça m'a alors, perturbée vous parce que- vous lui avez envoyé un mail à elle, mais lui, vous lui en avez parlé? Ah non, du tout. Pourquoi? Non, puisque... Alors non, vous avez puisque traité j'ai ça en découvert- femme, entre femmes. Oui, voilà, donc je lui ai demandé où est-ce qu'elle en était. Elle m'a dit, mais non, mais il y a très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Apparemment, ça faisait 2 ans, mais elle, régulièrement, elle envoyait des messages pour avoir de ses nouvelles et lui répondait. Voilà. Et bon, vous savez, quand vous avez le doute comme ça, ben, vous cherchez à en savoir un peu plus. Et vous avez donc été j'ai eu rassurée accès. par sa réponse à elle? Quelque part, oui, mais je comprenais pas pourquoi lui continuait à entretenir, Ouais. pourquoi il lui disait pas clairement, bon, j'ai rencontré quelqu'un. Non, ça n'a pas été clair de son côté. Et depuis, vous en avez parlé avec lui? Vous en êtes où avec Ah lui? non, jamais, parce que j'ai regardé dans son portable, j'ai regardé son adresse mail, lui il le sait pas du tout, et donc voilà, j'ai vu qu'il y avait envoyé. Alors c'est une personne qu'il a connue avant de me connaître. Et c'est il n'y a sûr. pas le risque que cette personne l'informe lui que ben, vous êtes au courant? Il va reboucler Non, je crois pas. l'info. Je crois pas parce que bon, on se voit tous les soirs. Je suis avec lui. Le problème, c'est que ma méfiance devient de plus en plus grandissante et alors je sais que c'est pas bien ce que je fais, mais je surveille son portable, ses mails. Et bon, apparemment, il a plus de contact avec elle actuellement. Mais bon, suite à ça, je me suis rendu compte aussi qu'il était inscrit sur des sites de rencontres. Alors, ça datait aussi, l'inscription datait aussi d'avant notre rencontre, mais je me dis pourquoi il continue à aller sur ces sites, pourquoi il continue à visiter régulièrement ces sites, voilà. Donc tout ça fait que je mais n'arrive sans pas. entretenir de contact avec des gens avec des personnes sur les sites. Juste, il les regarde, c'est ça? Il n'entretient pas de contact, il regarde, Oui. voilà. De la curiosité apparemment, puisque alors je suis allée très très loin, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, il y a la jalousie qui fait que Oui. alors je me suis inscrite sous de faux profils, j'ai essayé d'entrer en discussion avec lui et il n'est jamais rentré en discussion avec moi. Alors, et là, aujourd'hui, et vous dites quoi à l'issue de votre enquête, là?
À l'issue de mon enquête, je me dis bon, on passe beaucoup de temps ensemble, on ne vit pas ensemble. Il m'a toujours pas proposé de vivre avec lui, alors que ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et c'est votre souhait? Vous souhaiteriez vivre avec lui? Oui, bien sûr que c'est mon souhait. Alors il me dit, il faut qu'on apprenne à se connaître. Voilà, c'est sa phrase type, qu'on apprenne à se connaître. Moi, c'est quelqu'un qui est resté très longtemps tout seul, d'après ce qu'il m'a dit, mais je sais très peu de choses sur lui parce que je le questionne très peu. Non, mais par contre, vous enquêtez par derrière. J'enquête par derrière, oui, je sais. En fait, finalement, Anne, vous êtes en train de me dire, j'ai pas confiance en lui, et moi j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas confiance en vous. Ah, mais totalement. C'est en vous le problème. À moi. Oui. Mais oui, je sais. Et qu'en fait, le fait d'avoir aucune confiance, parce que finalement, bon, ok, mais il était inscrit avant de vous rencontrer. Et il doit regarder des sites comme on regarderait, j'allais dire, un catalogue de la Redoute. Passez-moi l'expression, mais c'est l'image qui me vient. Vous voyez, ça l'amuse ou j'en sais rien. Il regarde, mais voilà, vous avez pas, il n'y a pas grand-chose vous voyez, de très factuel à lui reprocher. Voilà un homme qui s'est habitué à sa solitude, qui a peut-être du mal à franchir le pas et on sait combien quelquefois c'est un peu plutôt masculin, c'est un peu difficile de s'engager, on le sait dans les jeunes couples, pour le mariage, pour plein de sortes d'engagements. Donc si vous avez un tableau que vous me décrivez factuellement, où vous avez un homme qui vous donne plutôt des signes, vous voyez, vous avez essayé de le contacter via les sites de rencontres, de le piéger un peu, il n'est pas tombé, et tout ça ne vous rassure pas, vous continuez. En fait, c'est comme si vous cherchiez des signes de son infidélité, comme si vous désiriez presque inconsciemment son infidélité. Alors, qu'est-ce qui vous l'a fait désirer à ce point-là ? Si, en admettant, on va faire un scénario qu'en fait, vous découvrez qu'il est infidèle. Vous êtes soulagé ? D'une certaine manière. Non, mais depuis le début, je me dis, c'est depuis le début. C'est pas possible. Je me dis, il a quelqu'un. Voilà, depuis le début, j'ai ça dans la tête. Parce qu'à plusieurs reprises, c'est une fois tous les 15 jours, voire une fois par mois. Il a une invitation. Une fois, c'est une crémaillère. Une autre fois, c'est un repas entre collègues. Et je ne suis jamais invitée. Ben, il a une vie. Je ne suis jamais invitée. Vous avez quel âge, Anne ? Et il a quel âge ? J'ai 43 ans, il a 47 ans. Bon, cet homme, ça fait 2 ans que vous êtes ensemble. Il avait une vie avant vous. Il a toujours une vie aujourd'hui, avec des collègues, un travail. Ce que vous me dites là, il doit sentir des choses. Peut-être qu'il vous introduit pas. Allez savoir pourquoi. Non, mais du tout. Oui, alors du tout. C'est-à-dire, vous connaissez pas ses amis, vous connaissez pas sa famille. Je connais 6 amis. Il a très peu d'amis parce que je vais chez lui quand même tous les soirs. Oui. J'arrive vers 7h30, 8h, je repars vers 10h, 10h30. Vous passez pas la nuit ensemble. Comment ? Vous restez pas la nuit ? Non, du tout. À part le week-end et quand il est en congé ou quand je suis moi en congé. Mais quand il travaille le lendemain, non, je reste pas. Par choix des deux côtés ou c'est lui qui l'a décidé ? Qui a décidé ça ? C'est lui. Est-ce qu'un soir, vous avez parlé de vous en disant que vous aimeriez... Est-ce que ça vous est arrivé d'abord ? Vous auriez aimé rester un soir ? Vous aimeriez rester ? Ou pas ? Alors, ça m'est arrivé de lui demander. Alors, il y a eu... la première fois, il semblait un peu agacé. Et puis, il a accepté. Et puis maintenant, quand je lui demande, il ne me dit jamais non. Il me dit jamais non, c'est vrai. Et il a l'air content, vous diriez ? Enfin, ça lui va ? Je lui pose la question, est-ce que ça te fait plaisir ? Il me dit, mais bien sûr que ça me fait plaisir. Voilà ce qu'il me répond. Donc voilà un homme qui ne sait pas vous proposer grand-chose, mais quand vous lui demandez, il sait répondre à votre besoin. Oui, il ne fonctionne pas dans le fait de vous proposer des choses, dans son mode de fonctionnement. Non. Par contre, dans sa façon de fonctionner, envers vous, il a une façon d'être qui vous impose un peu de faire valoir vos besoins. Et pour vous, c'est d'autant plus compliqué si vous n'avez pas confiance en vous. C'est même angoissant. Ça vous complètement angoisse. Angoissant. Alors là, depuis on va dire 10-15 jours, le problème s'est accentué parce que comment vous dire, ça c'est de l'ordre de l'intime. On a des rapports qui sont de plus en plus espacés, alors ça accentue, si vous voulez, mes doutes.
Et ça vient d'où le fait que la vie intime soit de plus en plus distendue, que vous ayez de moins en moins de rapports sexuels ensemble? Alors, il me dit qu'il est fatigué, qu'il est stressé à cause du travail. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est très, très impliqué dans son travail. Ouais. Et voilà. Mais le problème, c'est que moi, je le harcèle, entre guillemets, de messages en lui disant « Oui, tu as quelqu'un d'autre. Oui, tu veux plus de moi, etc. etc. » Et il me dit non. Voilà. Donc vous faites... Là, ça fait une semaine, on est côte à côte, voilà, je suis chez lui, on regarde la télé, il me parle tout juste, ça devient, moi je supporte plus quoi. Là je suis arrivée. Et puis Anne, vous êtes en train de tout faire pour qu'il vous trompe. Vous vous en rendez compte ou pas? Vous mettez tout en œuvre pour valider le scénario que vous cherchez à inventer. Qu'est-ce que ça dit? Vous voyez, vous êtes Pourquoi? à la fois Eh ben, j'en sais rien. Faudrait qu'on trouve ensemble. Pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Ce qui me fait penser ça, c'est qu'en fait, vous avez cherché à valider, à savoir si éventuellement il vous trompait parce que vous étiez persuadé qu'il vous trompait ou qu'il vous était infidèle. Et puis peut-être, comme vous n'avez rien trouvé, maintenant dans votre comportement en fait, et avec des scènes et avec des façons de lui mettre la pression, vous l'éloignez de vous. Jusqu'à ce qu'un jour il va finir par peut-être vous tromper, et là vous direz, bah oui, tu vois bien que j'avais raison, je savais bien que tu me trompais. Vous voyez, vous êtes en train d'écrire, sans vous en rendre compte, là, un scénario qui vous met dans votre propre drame. Vous allez valider votre drame. Et c'est embêtant, parce que... je sais ça, je suis un peu consciente. Oui, vous devez le ressentir. Vous faites toujours plus de... Alors, on va repartir dans l'autre sens, vous voyez. Qu'est-ce qui vous permettrait de vous rassurer? Qu'est-ce qui vous rassurerait? Qu'est-ce qui vous aiderait? Ou à l'inverse, je vais vous poser une question autre. Ce serait... si demain il vous quitte parce que vous voyez il vous a trompé, ou vous le quittez plutôt parce que c'est quelque chose ça vous rappelle quelque chose dans votre vie? C'est un scénario que vous connaissez bien? Ça vous est déjà arrivé, ce genre d'histoire? Non, j'ai été près de 30 ans avec quelqu'un où je n'avais aucun doute, quelqu'un qui était très rassurant, et pour moi c'est... Donc c'est nouveau ça? Je pense que c'est l'inconnu qui me fait peur, c'est voilà, j'ai peur de... Voilà, tout à fait. J'ai besoin de tout. Je comprends. Et la relation d'avant, c'est une relation, c'est vous qui avez mis fin ou c'est lui qui est parti? Comment s'est passée la fin de la relation? C'est moi qui suis partie. D'accord, parce que ça ne vous convenait plus, enfin, vous n'étiez plus heureuse. C'est un peu compliqué. D'accord. Ça, c'est une autre histoire encore. Non, j'essaie juste de voir. En fait, j'essaie juste de voir s'il y a un lien entre les deux. Vous voyez, qu'est-ce que vous mettez en œuvre aujourd'hui qui serait une réponse à la situation d'hier et qui serait du coup une mauvaise réponse? Parce que quelquefois, on met en œuvre un scénario qui est ancré sur quelque chose qu'on a vécu précédemment pour éviter l'échec précédent qui finalement est resté un peu ancré. Et en même temps, en faisant ça, vous donnez peu de chance à la relation d'aujourd'hui, et puis vous dites j'ai peur. Vous auriez peur d'être heureuse là? Je dirais que vous avez presque peur que ça se passe bien. Non, j'ai pas peur d'être heureuse, j'ai peur qu'il ait quelqu'un. Ça, c'est une obsession, et le fait que voilà, nos rapports soient espacés, j'imagine qu'il y a quelqu'un. D'ailleurs, je lui ai dit t'as quelqu'un? Il me dit non, il se met en colère. Alors bon, je le braque quelque part, je le sais. Alors, bien sûr. Et vous voyez, s'il a quelqu'un, vous allez valider le fait que vous n'êtes pas la bonne personne pour lui. Vous cherchez à valider quelque chose d'inconscient chez vous. En fait, je vais vous expliquer, parce que bon, c'est un peu compliqué. J'ai quitté mon mari pour cet homme. Oui. Ah, voilà. Ok. Alors, ça a été un coup de foudre. Bon, j'étais dans une période où ça n'allait pas, entre guillemets. Disons que mon mari me laissait un peu de côté. Et il me manquait quelque chose, et j'avais dans l'idée de partir depuis longtemps, très longtemps, mais je ne le faisais pas parce que j'étais pas non plus totalement malheureuse avec mon mari. C'est quelqu'un qui m'adorait, et je m'en suis rendu compte après coup, si vous voulez. Bon, et entre-temps, j'ai rencontré cet homme, ça a été le coup de foudre réciproque. Justement, c'était très fort, très passionnel, très fusionnel entre nous. Et puis, j'ai quitté mon mari au fur et à mesure que j'ai quitté mon mari. Je me disais, mais tu fais peut-être une bêtise. D'accord.
t'as brisé quelque chose. Bon, ça a été très 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 compliqué. Bon, il faudrait des heures pour en parler, mais non, mais je comprends quelque chose. Oui. C'est un divorce qui a été très difficile, très compliqué, qu'il est encore maintenant. Parce que je culpabilise beaucoup d'avoir laissé un homme qui finalement qui m'aimait. Il y avait des choses qui me convenaient pas aussi, sinon oui, je bien serais sûr, pas allée. Bien sûr, mais vous vous punissez, Anne. Dans le processus d'aujourd'hui, vous voyez, vous êtes en train de votre culpabilité vous entraîne vers vous ne valez pas cet homme avec lequel vous êtes aujourd'hui et pour lequel vous avez quitté votre mari. Et votre punition inconsciente, c'est de chercher à être trompé par lui. Et vous allez finir par valider votre système. Comme quoi vous ne valez pas ce bonheur ou cet homme-là, puisque vous avez été, entre guillemets, la méchante femme qui était un homme qui l'aimait. Vous voyez, vous avez fabriqué quelque chose là. Et du coup, vous vous piégez toute seule dans votre processus. Vous voyez ? En fait, votre culpabilité vous entraîne vers le fait que vous vous blessez, en fait. Vous vous en voulez tellement inconsciemment que vous ne valez pas, et du coup, il faut que vous soyez trompé par lui et par une autre femme qui sera meilleure que vous. Et ça renvoie... Inconsciemment et consciemment, parce que je culpabilise parce que quand énormément. Je vous dis ça, voilà, et quand je vous dis ça, vous l'entendez, là. Ça vous parle. Complètement. Ouais. J'arrive pas à faire le... Pourtant, ça fait 2 ans, j'arrive pas à passer... Voilà, j'ai brisé parce que vous avez brisé quelque chose. Ouais. J'ai brisé quelque chose, et puis mon ex-mari me le dit, ma fille aussi, parce que j'ai eu une fille de cette union, et ma fille est très culpabilisante vis-à-vis de moi. Elle me le dit souvent: tu me fais souffrir, t'as brisé une femme. Elle me le dit textuellement: t'as brisé une famille, et je culpabilise énormément. Et du coup, elle est tellement lourde à porter qu'il faut que vous en déversiez une partie sur l'homme pour lequel vous avez quitté votre mari. D'abord, comme ça, vous êtes un peu moins seul à la porter. Et puis en plus, il est forcément moins bien. Il a forcément quelque chose à se reprocher. Vous voyez ? Vous validez aussi quelque chose qui vous vient de votre ancien couple et de votre fille. Il y a Monica qui dit: on tue l'amour par coup de pourquoi. Rassurez-vous, votre homme vous aime, sinon il se serait déjà enfui face à autant de jalousie. Et puis Mon homme actuel. Oui, actuel. Et Apnop qui dit: à force de le harceler, elle va le faire fuir, et la passion est souvent un feu de paille, contrairement à l'amour. Ce qu'il y a, Anne, c'est surtout, vous voyez, c'est ce qui est intéressant là dans ce que vous dites ce soir, et j'espère que vous en prenez conscience, c'est que si vous le lâchez, si vous arrêtez de regarder ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas, parce que du coup ça vous occupe beaucoup, vous voyez, d'être là-dedans. Regardez-vous, prenez vraiment, mais le soin de vous, c'est pas une utopie, c'est que votre culpabilité, il faut que vous en fassiez quelque chose, de vous apaiser, vous voyez, de vous réconcilier avec l'amour que vous avez pour cet homme, parce que vous le faites payer très très cher, cet amour-là. Il paye, vous voyez, il compte triple comme au Scrabble, quoi. Il compte dans l'ancien couple, dans l'ancienne histoire, il compte aujourd'hui, et vous faites payer, et pour vous-même avec votre culpabilité, donc vous faites payer très cher à vous-même le choix que vous avez fait, jusqu'à peut-être détruire la relation actuelle. Donc il va falloir retrouver de la douceur avec cet homme. Lui, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que vous vous tendez, que vous êtes sans doute nerveuse, que vous l'épiez, on sent les choses dans un couple, même s'il ne voit pas ou il ne sait pas tout ce que vous faites, il le ressent. Et ça éloigne forcément quand vous dites l'intimité, elle n'est plus là. Parce que pour qu'il y ait de l'intimité dans un couple, il faut quand même de la confiance. Et si vous lancez des petites griffes ou des petites bombes sur la confiance, l'intimité, elle en prend forcément un coup. Lui, il a une grande confiance en moi. Il me dit, par exemple, quelquefois je sors toute seule. Il me dit: mais j'ai confiance en toi. Mais moi, je n'ai aucune confiance en lui. Quand il me dit qu'il va quelque part, de suite, ça me fait quelque chose. Oui, parce qu'Anne, vous avez tout lâché pour lui, vous vous rendez compte ? C'est comme si vous aviez mis tout votre compte en banque au même endroit, vous voyez ? Et vous voulez être sûr que la banque qui garde votre trésor, et là c'est un trésor d'amour, est fiable. Donc vous cherchez, et vous êtes tellement anxieuse parce que pour vous ce serait un drame monstrueux. Vous voyez, comme vous avez sacrifié d'une certaine manière votre ancienne vie, votre ancien couple et votre famille à cet homme, mais il porte lourd, lui. Vous voyez, il a peut-être pas, demandé tout ce sacrifice. C'est votre histoire, Anne, parce que si vous lui faites porter tout ça, il a trop à porter.
Vous mettez trop de choses sur ses épaules et sur cette relation et vous risquez de la faire couler. Votre barque, elle est trop lourde là. Faut que vous en repreniez un peu avec vous. Il y a Marc qui dit, lorsqu'on sort d'une déception amoureuse particulièrement traumatisante, on tend à identifier inconsciemment la nouvelle personne à la précédente. Oui, c'est tout à fait ça. Eh oui. Et puis il y a Florence qui dit, le problème d'Anne est entre elle et elle, cet homme n'a rien à se reprocher, qu'elle le lâche un peu et se laisse aimer. Eh oui, se laisser aimer, Anne, ça va être aussi une vraie question pour vous. Parce que vous n'êtes plus digne d'être aimé après ce que vous avez fait à vos yeux. Il y a une partie de vous, voyez, votre jalousie, elle est presque entre vous et vous. Il y a une partie de vous qui déteste, ou qui vous déteste, ou qui déteste ce qu'a fait la femme. Il y a une réconciliation à trouver avec vous-même. Oui, mais je culpabilise énormément d'avoir quitté mon mari, ma fille. Voilà, et puis bon, ils m'ont pas aidé non plus tous les deux. Et donc il y a une grosse culpabilité que j'arrive pas. Il y a un deuil aussi que j'arrive pas à faire. Je comprends. Voilà, donc. Il y a Cathy qui envoie un très 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 joli message, je trouve très brillant, qui dit il faut que vous soyez trompés. Hein, elle dit pour suivre Sophie. Vous voyez, c'est-à-dire en étant trompé, ça prouverait que vous êtes trompé, dit Cathy. Et vous nous suivez toutes les deux, Cathy et moi. Vous voyez, c'est que si vous trompe, alors vous vous êtes vraiment trompé, et donc vous avez raison d'être coupable, et donc vous bouclez la boucle. Donc là, vous êtes en train de fabriquer un scénario morbide pour votre relation. Vous détruisez. Alors on sait que la jalousie est destructive, mais vous n'êtes pas de structure jalouse, on le comprend bien dans votre histoire précédente. La jalousie, elle est ponctuelle, elle est conjoncturelle, elle n'a rien de structurel chez vous. Vous n'êtes pas une femme jalouse, vous êtes dans un système de scénario. Vous voyez, voilà. C'est cet homme-là précisément, dans cette histoire-là précisément. Parce que si vous voulez, j'éprouve ce sentiment-là parce que il m'intègre pas réellement dans sa vie par rapport à ce que j'ai connu antérieurement avec mon premier mari où lui. Mais oui, mais vous n'avez pas d'enfant et vous faites pas encore couple. Ça fait 2 ans. Voyez, vous sortez. Oui. Alors c'est là où on en revient effectivement au message de Marc qui dit on tend à identifier inconsciemment la nouvelle personne à la précédente. C'est que tout ce que vous a apporté de bon et de beau la relation précédente, vous voulez exactement la même chose, le même type de couple. Mais il a été fabriqué il y a bien longtemps, l'autre couple. Et puis vous étiez plus jeune, et puis vous avez habité ensemble, puis vous avez fait un enfant, et puis. Alors que là, vous êtes à un mi-temps de vie, à un moment donné où chacun a eu une histoire ou une autre vie avant, vous avez tout quitté pour lui, et ça se tricote pas de la même façon. C'est pas la même histoire. Et c'est sûrement pas le même homme aussi, en plus. Voyez, trier. Il y a des points de ressemblance, des points de dissemblance, mais oui. Et vous aimeriez qu'il vous apporte ce que vous aimiez bien chez votre ex-mari, mais non, ça marche pas comme ça. Quelque part, oui. Oui, parce que quelquefois on veut retrouver ce qu'on aimait bien quand même, puisqu'on a aussi quitté des choses qu'on aimait bien. Après, il y a des choses qui m'apportent à l'identique et d'autres choses que ne m'apportait pas mon mari. Mais là, je vous dis, depuis quelque temps, je le sens assez distant. Parce qu'il vous sent vous-même pas bien. Vous vous rendez compte là tout ce que vous avez fait? Oui, c'est ça. Je suis pas bien du tout. Oui. Essayez là de prendre dans les jours, les semaines qui viennent, si vous pouvez prendre un petit peu de distance avec vous-même, vous faire du bien, éventuellement être avec des amis, vous occuper de vous, peut-être voir quelqu'un avec qui en parler un peu régulièrement, quelques séances, ça vous aiderait. Vous voyez, pour reprendre ce qui est à vous et lui laisser ce qui est à lui. Et puis, travailler autour de la tromperie, culpabilité, tromperie, ce couple-là. Ça me paraît important. Vous allez y penser, Anne? C'est important, là. Ouais. Abîmez pas tout, là. Soyez prudente. Il faut que j'essaye de lui faire confiance, même si c'est... Et parler avec lui. Je crois que ce serait bien de lui parler de vos peurs. J'essaye, mais là, c'est fermé, quand même. Oui. Bon courage, Anne. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Au revoir.
sur Europe 1, c'est l'heure de notre rendez-vous de la nuit, la libre antenne qui se poursuit au 39 21 en direct avec vous jusqu'à 1h du matin pour vous exprimer sur tout ce qui vous touche, vous affecte ou vous rend heureux. Un moment choisi pour partager avec nous toutes vos émotions, même les plus contradictoires. Vous pouvez nous appeler au 39 21. Vous serez accueillis au standard par Quentin sous l'œil attentif de Boris Péridu qui réalise cette émission. Et puis vous pouvez aussi nous joindre par SMS en composant le 7 39 21, en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr. N'hésitez pas à réagir à ce que vous entendez en direct. Ici on échange, on s'entraide aussi, on prend soin des uns et des autres. Bref, on se tient chaud au cœur de la nuit. 39 21, j'attends vos appels. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Et puis pour Anne, un message de Marc, un joli message qui dit: en amour comme en amitié, quand on n'a pas confiance en l'autre, on souffre et on fait souffrir. Il faut réapprendre la relation à méditer, nous dit Marc. Et oui, cher Marc, je suis tout à fait d'accord avec vous. D'ailleurs, ça me donne l'idée que je vous ferai un de ces jours une petite introduction sur la relation. Merci à vous. Vous êtes là, Marc? Alors un autre Marc, cette fois-ci. Bonsoir Marc. Ça fait comme tous les auditeurs, je pense que ça fait un peu bizarre de passer à l'antenne. Ah oui. Donc, voilà, moi je ne le connais pas depuis très longtemps en fait, et vous êtes une émission qui m'a aidé un peu à relever la tête, en partie, parce que je travaille la journée sur les chantiers et en fait j'ai la chance de travailler seul et donc du coup je m'écoute tous les podcasts. Extra. Voilà, ouais, d'accord. Toute la journée. Donc du coup non, en fait moi je viens faire un petit témoignage sur le burn-out. Ah oui. Et je suis très content en fait que l'État commence à s'en préoccuper avec la juridiction sur les risques psychosociaux, oui. Voilà, exactement. Et notamment, je peux comprendre que les employés fassent des burn-out, mais aussi il faut penser à tous ces patrons. Et oui, le stress du dirigeant, c'est un vrai sujet. Voilà. Donc moi je vais vous faire part juste de... j'ai eu une enfance qui a été ce qui a été, donc qui était très compliquée. Et donc du coup, je vais juste vous faire part de mon année 2013. Donc vous êtes dirigeant d'entreprise, c'est ça? Alors j'ai été dirigeant d'entreprise. Oui. J'ai été dirigeant d'entreprise en 2008. Oui. Du coup je suis parti dans le sud ouvrir une entreprise de plomberie. Et j'ai tout fait de A à Z, en commençant avec mes pinces multiprises, mon chalumeau, la voiture de ma femme. Ouais. J'ai fait une très bonne première année, j'ai fait une très bonne deuxième année, une très bonne troisième année, une très bonne quatrième, cinquième et sixième année. Dans la sixième année, partie complètement au travers. Donc non, en fait, ce qui... excusez-moi, j'ai perdu parce que je suis un peu ému, oui. L'exercice n'est pas évident. Mais on est juste tous les deux, on va dire, au téléphone. D'accord, merci Sophie. Donc en contrepartie, donc tout a très bien fonctionné. Oui. En fait, si vous voulez, je suis devenu propriétaire au bout de 3 ans. Pas de souci, les banques me suivaient. J'ai travaillé samedi, dimanche, jamais de vacances. Ouais. J'avais une compagne, mais quand je dis jamais de vacances, à la fin de ce cumul d'années d'entrepreneuriat, j'ai fait un calcul des jours que j'aurais dû prendre sans compter les samedis. Et j'étais à plus d'1 an de repos qui me manquait. Donc voilà. Et tiré donc en sur 2013, la corde, ça. Et vous avez tiré sur la corde, comme on dit. Ouais. Je m'en rendais pas compte. Mais non, souvent c'est le cas. Voilà. Et un jour, ma secrétaire m'a mis, ça c'est une petite anecdote, m'avait mis un papier sur mon bureau et je suis rentré le soir et j'ai vu un texte sur le burn-out. Ouais, super. Oui, mais bon, c'était super. Moi, malheureusement, je n'ai pas pris conscience de la situation. Ah oui. En tout cas, votre secrétaire avait compris ce que vous étiez en train de vivre. Ouais. Exactement. Elle avait compris la situation. Voilà. Vous savez qu'on dit que c'est la maladie du battant, la maladie du burn-out. Alors, c'est juste, je ne savais pas. Ça touche les gens qui se donnent à fond, c'est pas... Ouais. Vous m'apprenez quelque chose parce que je ne le savais pas. Les psy, en psy, on appelle ça la maladie du battant, la maladie du burn-out. D'accord. C'est plus je pédale, moins j'avance plus vite, quoi. C'est qu'on en fait de plus en plus, on épuise ses ressources et puis à la fin, si vous voulez, on se rend pas compte. C'est la grenouille qu'on a mis dans la bassine d'eau froide et on a allumé l'eau et elle meurt à petit feu. Alors que vous plongez une grenouille dans une bassine d'eau brûlante, elle saute. Oui. Vous étiez dans votre bassine d'eau froide avec le feu allumé, quoi.
Oui, et puis j'ai cuit à petit feu. Et oui. Voilà, l'expression certainement. On dit brûler de l'intérieur, ouais. Oui. Donc non, mais bon, alors après, parce que du coup, il y a ce burn-out qui arrive, et donc en fait, Et comment ça s'est traduit? Ouais, raconte-nous. Ça s'est traduit parce que j'étais énervé pour plein de choses. Ouais. Vous supportiez plus rien. Exactement. Après avoir trop supporté. Voilà, et je me rendais pas compte que je supportais plus en fait. Ça, en fait, vous vous rendez pas compte. Mais non, on s'en rend pas compte. Parce qu'on a tellement la tête dans le guidon, c'est un peu une horreur. Et donc là, le coup qui a été un peu crescendo, c'est monté crescendo en 2013, où j'ai un petit garçon qui est né. Oui. Et donc, alors qui n'était pas désiré de ma part au départ, et donc ma compagne a décidé de me convaincre, et donc voilà, on l'a gardé, on a décidé de le garder, et c'était en février 2013, lorsqu'il est né, il lui manquait un avant-bras, qui n'a pas été déclaré aux échographies. Ouais. Donc là, j'ai pris une claque monumentale, en passant tous les détails de mon aspect mon aspect personnel à l'hôpital, qui était un vrai désastre en fait, simplement. C'était négatif au possible. Donc ce petit garçon n'est déjà pas arrivé correctement. Il n'a pas été accueilli en fait, comme il aurait dû l'être. Donc voilà. Et 3 semaines après, un employé m'emmène au prud'homme. Pour parce que ma comptable avait mal fait un document de rupture conventionnelle, et donc du coup moi j'étais tellement déjà dans mes problèmes avec ce petit garçon, parce qu'il a fallu que je m'en remette. J'ai mis beaucoup de temps à le toucher, quand je dis beaucoup de temps. Vous avez vécu ça comme un échec, hein? C'était comme un échec, ce petit garçon. En fait, si on fait une parenthèse sur cette partie-là, du petit garçon et de l'enfant et du papa, et voilà, et en fait moi je me projetais pas du tout comme papa, et simplement moi je me disais, quand vous dites un échec, je me rappelle ce que je me disais avant qu'il naisse, avant qu'on sache avant qu'il naisse, je me disais bon, de toute façon il pourrait être comme il est, moi je lui apprendrai le métier de plombier, et quoi qu'il arrive, il se débrouillera dans la vie. Parce que ma maman a eu cette réflexion avec moi, et effectivement, j'ai pas suivi ce cursus au départ de plomberie, je l'ai fait, j'ai eu mes diplômes, et après, c'est ce qui m'a permis de pouvoir rebondir dans la vie. Et ce petit garçon en venant au monde avec un avant-bras en moins, il déjoue le projet du papa qui dit qu'est-ce qu'on va faire de lui? Qu'est-ce que je vais faire de lui? Inconsciemment, bien sûr. Je ne pense pas. Mais non. Et voilà. Donc ça c'était pour moi. Et de vous dire, je pourrais même pas lui transmettre ça du coup. Il vient déjouer, vous voyez, cet enfant, il vient déjouer votre trajectoire. Ouais. Aujourd'hui, je suis même pas dans le fait je suis même plus dans le fait de vouloir lui transmettre quelque chose, mais parce que je ne vois plus la maman. Mais lui, vous le voyez plus, votre enfant? Du coup, je le vois pas. Ça, c'est une autre partie. Je vais juste allez-y. Finir l'année 2013 pour vous rendre compte du moment crescendo, en fait, de ce qui s'est produit. Donc, j'ai eu ce prud'homme derrière, qui est tombé 3 semaines après, donc qui était ingérable. Et j'avais mon papa qui était dans l'entreprise, que j'avais fait rentrer dans l'entreprise. Et au bout de 4 mois, je me suis aperçu, parce que comme j'ai viré l'expert comptable pour lequel qui travaillait pour nous, qui était un ami de mon père, j'en ai pris un autre, et le nouveau comptable a mis le nez dans les comptes et me dit mais Marc, venez voir, c'est pas logique, ça c'est pas légal. Et en fait je me suis aperçu qu'il avait soutiré beaucoup d'argent à l'entreprise. Donc mon père avait soutiré beaucoup d'argent à l'entreprise. Bref, au bout d'un moment je me dis allez hop, j'arrête tout, je clôture cette société, on n'en parle plus. Ma compagne, on décide de vendre la maison, et puis vu l'état du marché actuel, forcément on l'a vendue à perte. Et elle est remontée dans la région d'où nous venions, en fait, simplement. À ce moment-là, moi j'étais tout seul dans une maison vide, et j'essayais de me battre, mais quand je dis dans une maison vide, j'avais plus un canapé, j'avais un canapé qui faisait canapé lit, j'avais toute l'entreprise qui était dedans, et j'avais une fourchette, une vraie fourchette. Je m'étais même pas rendu compte que j'avais une assiette en plastique, et que j'avais qu'une casserole, et que j'avais qu'un tout petit frigidaire, et que toute la cuisine était partie. Et donc je vivais avec ça.
Et donc j'étais pas avec tout ce qui s'était passé auparavant, j'étais dans un état parce que j'ai pas eu de suivi, j'ai pas eu de prise en charge psychologique par rapport à tous ces événements-là. Et donc du coup, je me suis retrouvé tout seul dans cette région. Et donc j'étais en pétage de plomb, voilà, en pétage de plomb, c'était assez impressionnant. Et donc je rentre dans la région l'an dernier pour le Nouvel An. Et je vois ma compagne, je vois mon fils, et là je pète un plomb d'irrationalité, irrationnel au possible. Et donc du coup ma compagne, donc effectivement je pense, j'avais aucune attention pour elle et je ne pouvais pas avoir d'attention pour elle et je ne pouvais pas avoir d'attention pour mon fils parce que j'étais tellement dans un état second. Voilà. Et donc du coup, je suis reparti dans le sud pour finir. La maison était vendue pour finir ces histoires et pouvoir remonter tranquillement. Et le 2 janvier, ma compagne m'appelle et me dit « Marc, c'est fini entre nous ». Et là, je me suis retrouvé avec une maison qui était vendue. Comme je ne voyais plus ma maman depuis des années et mon beau-père depuis des années et que je n'ai pas de cousin, de cousine ni de frère, je me suis retrouvé à la rue. La maison vendue avec toute l'entreprise sur les bras et essayer de m'en sortir. Ouf, c'est beaucoup pour un seul homme tout ça. Voilà. Donc ça, c'était il y a un an, quasiment un an. Voilà, c'était il y a... en janvier, vous dites. Le 15 janvier, ça fera, ou 15-16, ça fera un an jour pour jour. Et donc du coup, voilà. Donc après, il y a toute cette phase de dépression du burn-out, là qui est très très dur à gérer. Ouais. Sur le temps, déjà, moi, il y a des choses personnellement que je n'acceptais pas parce que moi, je vous appelle pour faire un témoignage, en gros, pour tous ces gens qui sont dans une dépression ou dans un burn-out et que je sais qui voient pas arriver, qui voient pas le mur arriver, qui ne voient pas le mur arriver, et simplement aussi. Et après, c'est l'enchaînement, quoi. Voilà, il faut. Du coup, j'ai pas de conseils à donner aux gens parce que toute dépression. Qu'est-ce que vous avez fait, Marc, cette année, dans l'année là 2014, qui touche à sa fin, pour retrouver de la ressource? Comment vous en êtes? Voilà. C'est là. Alors moi, je suis toujours en dépression. Oui. Je le sais. Vous êtes soigné? Vous voyez quelqu'un? Comment ça se passe? Je vois quelqu'un depuis pas très longtemps. Oui. Et j'ai eu des amis qui étaient là autour de moi. Donc ça, c'était quand même très important. Bien sûr. Qui était là pour autour de moi. Et donc en fait la sortie de cette dépression, j'en suis pas sorti encore. Normal. C'est que parce que j'ai un autre aspect, c'est comme j'ai pas pu fermer cette entreprise, en fait, je fuis un peu. J'avais besoin de fuir ce système pour me retrouver, pour pouvoir faire les choses correctement derrière. Parce que si c'est pour se mettre le nez encore plus dans les problématiques, alors qu'on n'arrive même pas à gérer ces problématiques du quotidien de vie, c'est impossible, c'est ingérable. Donc moi j'ai pris l'échappatoire d'oublier tous ces problèmes, d'oublier. Vous vivez de mettre en attente, mettre en attente. Vous avez fait pause, Voilà, et de mettre des priorités. Comme dit Christelle, ce sont ces expériences qui ramènent vers l'humain, vers l'essentiel, ce que vous avez vécu. Donc après, il y a, vous savez ce qu'on dit dans la gestion du temps, l'urgent ou l'important. Tout d'un coup, vous qui couriez après l'urgence, vous êtes mis dans l'axe de l'important et pas dans l'axe de l'urgence. Pas du tout le même rapport. Mais donc du coup, ce qu'il faut savoir pour n'importe quel entrepreneur. Parce qu'il y a plein de gens qui disent on peut avoir le droit à des aides, parce que moi je me suis retrouvé sans rien d'un jour à l'autre, plus de maison, je ne pouvais plus travailler, donc plus de salaire, je pouvais plus moralement, je ne pouvais plus travailler, donc plus de salaire, plus rien, et donc pas de couverture sociale. Et donc tant qu'une entreprise n'est pas fermée, vous devez toujours les cotisations. Vous devez les cotisations et vous ne pouvez pas vous pouvez pas en tant que patron avoir de reconnaissance sociale, c'est-à-dire un RSA ou quoi que ce soit. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je suis toujours dans cette situation-là. Mais par contre, j'ai des amis à droite, à gauche, que je connais depuis des années, qui, eux, m'ont dit, écoute, Marc, de ce côté-là, j'ai un chantier, si tu veux, tu y vas, tu le fais, il n'y a personne qui habite dans l'appartement, tu travailles dedans, tac, et puis voilà, et je te paie. Et donc, effectivement, c'est des rémunérations qui sont... pas déclaré, parce que vous n'avez pas la force de vous attaquer au système. Mais
coup, vous rencontrez d'autres personnes. Donc, ouais. Allez-y. Donc aujourd'hui, vous êtes dans ce mode de survie, en fait, pour essayer Exactement. de vous remettre en selle, d'accord. Voilà, là, je vous parle, je suis sur un chantier Ouais. qui est vide. Ouais. Là, je suis en train de faire toutes les peintures, j'étais en train de poncer avant de vous appeler. Ouais. Il est 1h du matin, je vais certainement me coucher à 2-3 heures, c'est pas grave, mais voilà mon mode de vie pour l'instant. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous savez, il y a un mantra indien que j'aime beaucoup qui dit quand tu perds, ne perds pas la leçon. Donc vous avez perdu beaucoup dans tout ça. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon dans le sens moral de vie? Qu'est-ce que vous dites sur vous, sur la vie aujourd'hui? Ce que je me dis sur la vie aujourd'hui... Et sur la vôtre en particulier. Oui, bien sûr, mais ma vie à moi... parce que justement, c'est que je voulais parler de cette dépression. Ouais. Moi, c'était le sujet. Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire de cette dépression? La dépression, j'apprends à l'apprivoiser. Ouais. Et l'apprivoiser, c'est vraiment... Et là, juste avant de vous avoir, en fait, à partir de 20h, j'étais en mode dépressif. Ouais. Racontez-moi. Pas d'énergie. Ouais. Plus rien. Vide. Tout vide. Ouais. Et plus envie d'avancer. Ouais. Et plus envie de... La vie pèse 3 tonnes dans ces cas-là. Exactement. Et que là, je sais même pas si c'est la vie en fait en soi. C'est vraiment... c'est soi-même quoi. Qui voilà, pèse 3 tonnes. C'est exactement ça. Et donc du coup, je me suis retrouvé... Il n'y a plus de goût. Oui, et puis il y a la fatigue. Il y a toute cette fatigue morale. Mais oui, parce que Marc, tout ce qui donnait du sens à votre vie avant, vous battiez pour votre entreprise. Il y avait l'histoire de papa, puis votre fils qui allait arriver, puis votre femme, puis cette maison, puis tout ça. Vous voyez, vous aviez construit tout un système qui avait du sens. Et le château s'est écroulé. Tout a brûlé, on va dire. Et donc, vous avez tout un sens à reconstruire. Elle a la dépression. La dépression, elle est dans la perte du sens. C'est pourquoi je suis là, à quoi ça sert ce que je fais, à quoi ça sert que je me batte, quel sens a ma vie. Du coup, par rapport à ce que vous me dites là, justement, c'est que moi, ce que je veux faire de ma vie aujourd'hui, je ne vais plus courir après l'argent. Je ne vais plus courir, parce qu'avant, lorsque j'étais entrepreneur, je courais après l'argent, vous courez après les chantiers, vous courez après... parce que lorsque je dis courir après l'argent, les gens pensent que c'est pour gagner plus. Non, c'est ce qui signe une forme de réussite, c'est plutôt ça. C'est un sens de la réussite. Dans l'entrepreneuriat, l'argent, c'est la survie de l'entreprise. Bien sûr. La survie de l'entreprise, c'est la survie du patron. Donc, c'est votre survie à vous. Et des salariés. Et des salariés, bien sûr. Mais bon, là, je vais être un peu personnel parce que je ne suis pas quelqu'un de personnel du tout à la base. Oui, ça s'entend. C'est moi d'abord. Là, maintenant, c'est moi d'abord. Voilà. Voilà. Parce que, en fait, tous mes employés que j'ai licenciés correctement, eux, aujourd'hui, touchent du chômage. Eux ont une stabilité. Moi, j'ai plus rien. Mais c'est le sens de votre vie qui va changer maintenant. Vos priorités vont plus être les mêmes. Vous allez plus courir vers la même chose. En fait, alors voilà, c'est ce que vous, la question que vous posez, en rapport avec ce dont vous m'avez dit, ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, ce qui est très marrant, c'est que justement, comme je disais, je lutte contre la dépression et je ne prends pas de médicaments parce que je me bagarre. C'était très dur, mais ça va de mieux en mieux. Tous les jours, ça va de mieux en mieux. Il faut commencer par des petites choses pour pouvoir se requinquer. Et puis c'est important de rentrer dedans. Vous savez, c'est comme un gros nuage, comme un gros nuage, et il faut rentrer dans la zone du turbulence. Il faut y aller. Il ne faut pas l'éviter. Mais là, justement, ce que vous êtes en train de l'image que vous donnez de ce nuage, c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure, tout seul sur mon chantier. Moi, un dépressif, faut pas le laisser tout seul, mais il faut pas l'embêter. En gros, faut pas toujours le taquiner, mais il faut pas qu'il soit tout seul. Et puis apprivoisez-le votre nuage quand vous êtes dedans. Vous voyez. Sentez votre corps, sentez vos émotions, sentez ce que ça vous dit. Ce que je voulais vous dire par rapport à tout à l'heure, moi, mon mode de lutter, parce qu'en fait, il y a parce que j'ai rencontré des gens, j'ai parlé avec plein de gens aussi, il y a le mental et l'esprit, et le mental, faut pas qu'il prenne le dessus sur l'esprit. Et moi, ma façon de me bagarrer contre ce mental et de prendre mon esprit, reprendre les rênes en fait de mon fonctionnement. Tout à l'heure, j'étais là, Marc, il faut que tu y ailles, il faut que tu bosses. Et je le disais tout fort dans la maison que je suis en train de rénover. Et je disais, mais oui, il est 20h, mais il faut y aller. Et là, j'étais fatigué, et là, je suis plus fatigué. J'ai repris en fait l'énergie. Ma consommation d'énergie est mieux dirigée psychologiquement.
Et donc forcément, ça va mieux et je suis moins fatiguée alors que tout à l'heure j'étais complètement cassée. Oui, vous avez aussi le droit, Marc, je me permets de vous le dire, de lâcher, enfin de vous laisser un peu descendre comme ça, dans un gros coup de blues, on va dire, voilà, en vous disant pendant 1 heure et demie, ça va pas, et là je lâche, quoi. Hein. Lâcher un peu pour retrouver, c'est comme de lâcher pour rebondir, c'est comme descendre au fond de la piscine pour pouvoir donner le coup de pied qui va bien. Vous voyez, parce que le noyé, celui qui se noie et qui se débat en nageant fort, il se noie 2 fois plus fort. Donc quand on va pas bien, quelquefois, faut un peu se laisser tomber, descendre dans ce. Alors c'est pas confortable, hein, ça fait très peur, mais en fait elle a la façon d'apprivoiser. Oui, aussi. Mais après, vous avez toujours des paramètres multifactoriels de toute façon, tous ces systèmes de fonctionnement. Mais là, par exemple, c'est un chantier que je dois rendre je comprends. dimanche. Oui. Oui, donc là, c'est pas le moment de me lire. Exactement. Mais ce dont vous parliez juste avant, c'est des choses que j'ai expérimentées lorsque j'allais pas bien. Au bout d'un moment, je disais, allez Sylvain, là Marc, lâche tout et c'est pas grave. C'est vrai. Tu repasseras quand il ira mieux. Ouais. Et ça fonctionnait et je récupérais l'énergie. Et donc là aujourd'hui, j'ai trouvé ma méthodologie personnelle de retour à l'énergie positive en gros pour pouvoir avancer. Mais bon. Merci de ce témoignage. Et Marc, moi j'ai une question à vous poser. Avec votre enfant, qu'est-ce que vous comptez faire et quel père vous comptez être? Parce qu'il y a Alain qui dit le travail n'est pas tout. C'est à votre enfant qui a besoin de vous. Essayez de devenir un exemple pour lui. Vous verrez la lumière dans ses yeux. Courage, dit Alain. Alors il y a Coco qui dit quel courage. Je trouve très touchant cette histoire. Chapeau. De quelle façon est-ce que c'est possible de renouer un lien? Vous le voyez plus du tout? Comment ça se passe? Donc oui, il est possible de renouer un lien avec lui, mais je veux pas de ça. Pas tout de suite. C'est vous? C'est ce que les gens me disent et puis les psys. Vous le sentez pas? Non, c'est qu'à un moment donné, j'ai tellement été enfermée en gros que du coup, après parce que mon passif personnel me fait dire qu'un papa c'est celui qui éduque, puisque je connais cette situation-là, et donc du coup, le papa de mon petit garçon ce sera celui qui va l'éduquer, et que moi je lui écris souvent. Je m'envoie j'envoie les courriers que je lui écris à des amis à moi. Pour garder une trace pour lui plus tard. Parce que la maman, vous n'avez plus de lien avec la maman? Non. Puis j'ai pas forcément envie d'en avoir. Ouais. Le pardon est très très dur. Le pardon est très très dur et que envers elle. Pour vous, envers elle, vous voulez dire? Je ne ferme pas la porte. Je ne ferme pas la porte parce que j'ai bien appris justement avec cette dépression qu'il fallait jamais fermer la porte aux gens, quoi qu'il arrive, quoi qu'il vous ait fait. Mais par contre, chaque chose arrive en son temps. Et même si moi, je ne suis pas conscient de savoir dans combien de temps je pourrais pardonner, à un moment donné, l'esprit et la tranquillité avec soi, ça passe aussi par le pardon. Et je suis pas du tout chrétien, mais j'ai plein d'amis chrétiens et je comprends leurs paroles. Oui. Voilà. Pour pardonner, il faut s'être pardonné. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas pensé encore. Je vous lance une autre piste, mais il y en a beaucoup, des pistes. Et puis ce que j'entends là dans ce que vous dites, et c'est ça s'entend, ça se comprend, et c'est touchant. Vous dites, je suis pas encore prêt à être le père que j'ai envie d'être, quoi. Donc c'est pas encore mon heure. Et quand je serai là, je veux être bien là, tel qu'en moi-même. C'est ça que vous êtes en train de dire. Exactement. Et donc, et comme je disais tout à l'heure, avec Émilien, il est urgent d'attendre ou allons doucement, nous sommes pressés. Une formule que j'aime bien. En tout cas, merci pour votre témoignage parce que je pense que c'est important. Vous avez raison sur effectivement le stress au travail et le burn-out. On le sent pas arriver. C'est vraiment important d'arriver à ralentir le rythme quand on sent qu'on part dans le décor, quoi. Exactement. Et c'est un peu s'endormir sur l'autoroute à 200 à l'heure finalement. C'est un peu ça aussi, quoi. Voilà, mais bon, oui, je pense que
en personne, mais juste pour les gens qui sont oui. dans cette Bah oui, parce qu'on n'a plus situation-là. confiance en soi. Bah oui, mais bon, juste pour les gens qui sont dans cette situation-là ou dans une situation de dépression, les seules choses que je peux leur dire pour pas pour s'en sortir, mais pour des fois se donner un peu d'air, c'est aussi écouter les autres. Ouais. Bien réfléchir à ce dont ils nous parlent et même si on est borné sur le coup, après le temps fait les choses. Le temps fait les choses. Oui, le temps est un allié. Il y a Brigitte qui demande, est-ce qu'il y a encore dans votre vie actuelle des petits moments plus doux, plus heureux sur lesquels vous appuyez comme on traverse une rivière à gué? Oui, il y a quelque chose. Après, c'est une autre partie qui est très compliquée aussi, mais quoi qui est très compliqué, non, en fait, il n'y a rien de compliqué en soi, parce que c'est propre à chacun. C'est que j'ai rencontré quelqu'un il y a 3 mois. Oui. Et c'est quelqu'un qui m'a récupéré, qui m'a pas récupéré, en fait, non, simplement. Non, mais vraiment... Qui vous a tendu une main? Voilà, et puis du coup, dans les rencontres avec les gens, il y a de la séduction, quoi qu'il arrive. Ouais. Et en fait, la séduction, on était d'accord sur le dialogue, on l'a mise de côté, et on s'est donné franchement qui nous étions l'un et l'autre. Et donc du coup, c'est une femme géniale c'est tout frais, mais bon, c'est une femme géniale quand même, qui m'accepte comme je suis, qui comprend mes douleurs et qui me dit t'inquiète pas, j'entends, mais je sais que t'es quelqu'un de sympa et j'aime bien être avec toi. Alors elle vous voit tel qu'en vous-même et elle vous aide à vous apprivoiser. C'est ça aussi l'amour, hein? Exactement. C'est permis. La séduction, quand vous êtes dans des états de dépression, et même si vous pensez que la dépression, des fois vous allez bien et vous allez plus bien ou quoi que ce soit, et c'est important de le dire à la personne que vous avez en face de vous pour qu'elle soit au courant. Elle vous aide à vous accepter. Exactement. Ouais, c'est un beau cadeau que vous allez sans doute aussi lui en faire un de vous à elle, qui sera d'une autre nature très certainement. Certainement. Voilà. Alors avant de vous quitter, Marc, je vais vous lire quelques SMS des auditeurs qui sont très 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 touchés tous par votre histoire et qui les a tout à fait passionnés. Il y a de Lilia qui dit: votre histoire est touchante, vous êtes courageux et vous gardez votre dignité, une belle leçon de vie. Je vous souhaite de remonter le courant très vite et d'aller vers la sérénité. Et puis votre histoire touche aussi d'autres auditeurs qui disent voilà, j'ai vécu la même chose et c'est la bonne méthode, on s'en sort grandi. Un autre message: tous mes respects Marc, je suis convaincue que vous êtes un homme beaucoup plus riche qu'aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Et sans doute, je pense que vous serez d'accord avec ce message. En tout cas, l'essentiel, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, il y a Loulou qui dit: vos mots et vos mots, M-O-T-S et M-A-U-X, ne manquent pas de sens. Vous avez une belle énergie. Je vous souhaite le meilleur, dit Loulou. Bon, je vous remercie tous et merci pour ce que vous faites aussi, Sophie. Parce que vous êtes vraiment une émission. Moi, vous m'avez aidé entre guillemets parce que j'ai écouté des gens comme moi vous appeler. Oui. Et on se sent beaucoup moins seul en fait et on comprend beaucoup plus de choses dans une situation parce qu'en fait on est un peu tous les mêmes. Eh bien oui, on découvre que finalement on est tous des petits humains avec nos petites jambes, nos petits bras qui nous battons là comme on peut et on nage comme vaillamment quelquefois. Exactement. Et quelquefois on est un peu fatigué, on a besoin les uns des autres. Ouais. Voilà, et puis c'est le travail que vous faites quelque part. Donc merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et il y a Sylvain qui dit: je n'arrive pas à me battre contre ma dépression, j'aimerais beaucoup en parler avec Marc. Donc si vous en êtes d'accord, Quentin verra pour vous mettre éventuellement en contact par le standard. Merci encore Marc et puis bon courage à vous et puis belle année 2015 bientôt parce que la roue tourne là et les astres vont vous être favorables, du moins je l'espère, vous faites tout pour. C'est une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. Exactement. Un nouveau départ. Voilà. Même si c'est pas facile, garder le sourire tous. Et voilà. Vous avez raison. Merci encore Marc. Merci, Bienvenue à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.
Alors, il y a Joss ou Jocelyne qui envoie un message témoignage très touchant de Marc. Vous ressortirez grandi de cette dépression quand vous l'aurez apprivoisé. Bon courage et plein de bonheur. Et oui, c'est vrai que c'est comme ça, mais les épreuves nous font éprouver et en éprouvant, effectivement, on grandit, on a une croissance intérieure. Vous êtes là, Christophe ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Alors, beaucoup de soucis. Oui. Beaucoup de soucis, c'est très compliqué. Donc en fait, j'étais marin-pêcheur. Ouais. Marin-pêcheur à l'Île-Dieu. C'est joli, l'Île-Dieu. Oui. Ça fait rêver, vous dites l'Île-Dieu, là je vois le port et les bateaux. Ouais. Ils sont beaux les bateaux de pêche à l'Île-Dieu. Ah oui, mais bon, malheureusement, il y en a beaucoup moins depuis c'est quelques vrai. années. Ouais. On a eu beaucoup de problèmes avec les Espagnols parce qu'on faisait la pêche au thon. Ouais. On appelle ça le germon l'été. Ouais. Et puis bon, enfin, c'est une autre histoire. Et en fait, j'ai fait ça à peu près 15 ans et j'ai dû arrêter suite à une hernie discale. Ouais. Qui est opérable, mais je ne veux pas parce que j'ai des amis qui sont fait opérer et après, ils ont des soucis, ils ne peuvent plus se pencher ou voilà. Ouais. Puis, D'accord. Puis j'ai peur que ça touche la moelle épinière, donc je trouve ça dangereux en fait. Ouais, vous n'êtes pas confiant dans l'opération. Ouais, j'ai vraiment pas confiance donc j'ai dit tant pis, on arrête tout. Enfin, de toute façon, c'est le médecin de la marine qui m'a fait arrêter. J'avais pas trop le choix. Et du coup, je me suis reconverti dans l'informatique, niveau en développement en fait. Pas de réparation, vraiment le développement. Donc du logiciel, quand vous dites développement, c'est ça ? Comment ? C'est du logiciel quand on dit développement, non ? Ouais, on peut dire ça, logiciel. C'est ça ? Ouais, d'accord. On peut dire ça, j'ai fait ça, j'ai commencé en 2007-2008. Et ça a marché plus ou moins la première année parce que c'était compliqué à mettre en place, sachant que j'avais pas beaucoup de finances pour faire la publicité, etc. Et en fait, j'étais autodidacte. Donc j'avais appris ça déjà depuis des années. Quand je rentrais chez moi, j'avais déjà mon ordinateur. Et ce qui était marrant d'ailleurs, c'est que j'avais réussi à emmener un ordinateur. J'étais le premier marin à l'Île-Dieu d'avoir son ordinateur dans sa couchette. Ah oui. Voilà. Mais le problème. Donc geek, marin geek. Voilà, on va dire ça comme ça. Et j'adorais ça et c'est vrai que du coup j'ai dit pourquoi pas faire ça. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de barrières devant moi pour pouvoir lancer le projet. Et ça a pu se mettre. Donc je me suis mis en auto-entrepreneur. Vu que c'est très facile aujourd'hui de pouvoir lancer une petite boîte, quoi. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais après c'est vrai que c'est au niveau publicité que c'est compliqué. Et de là, j'ai eu le décès de ma petite sœur, qui s'est suicidée malheureusement. À quel âge ? Et elle avait 30 ans. Je suis pas sûr de l'âge, j'ai un doute. Et parce que sa vie était un peu compliquée et puis et vous elle a fait un choix. Je la voyais pendant un temps, mais c'est vrai qu'à la fin, je voyais. En fait, j'étais avec une amie à moi. Enfin, on s'entend ensemble, on était en couple. Et elle m'avait dit, parce que ma sœur était venue me voir chez moi et ma copine m'a dit, écoute, moi j'espère qu'elle va pas venir toutes les semaines. Donc j'ai fait OK, sympa. Alors qu'elle venait vraiment rarement, quoi. Mais du coup, ça a fait un froid. Et c'est de ce moment-là que pendant cette année-là, je ne l'ai pratiquement pas vue. Et c'est dans cette période-là qu'elle s'est suicidée, quoi. Et du coup, ça fait un choc. Mais oui. C'est ma maman qui m'avait téléphoné pour m'annoncer la nouvelle. Donc elle m'avait dit, assis-toi pour que je puisse te parler d'un souci. Et puis du coup, moi je me suis effondré, quoi. C'était pas possible, j'arrivais pas à réaliser le problème. Enfin, à réaliser ce qui s'est passé. Du coup, je suis parti voir directement le médecin. Et le médecin, il m'a pas compris du tout. Il m'a dit, pourquoi ? Parce que je lui ai demandé s'il y avait des médicaments pour pouvoir calmer, pour être bien, que je vais pas supporter. Parce qu'en fait, j'ai perdu déjà mon frère, qui était marin. En mer ? Vous l'avez perdu en mer ? Non, il a fait une embolie pulmonaire. Donc il était assez jeune aussi. Et j'ai perdu mon oncle
Mais quand j'ai perdu mon oncle, il est mort, lui, dans mes bras. Donc là, ça fait... Enfin, oui, c'est trop. C'est bizarre. Ça fait trop. Et là, je crois que c'est un peu trop. Et là, cet été, j'ai eu le décès de mon père. J'ai fait bon, ok, ça continue. Ouais. Et du coup, en fait, j'arrive pas à remonter la pente. Ouais. C'est pas que j'arrive pas à faire le deuil, c'est que j'ai une démotivation qui est là, quoi. Vous diriez quoi, comme un goût de la vie qui s'en va? Qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol. Et puis, le pire, c'est qu'on en veut un petit peu à tout le monde. Oui. En fait. Je pense comme si la vie vous jouait un seul tour. Ouais, voilà, on comprend pas parce que... Ouais. Pourquoi moi, finalement? Travaillé. Oui, voilà. Ouais, voilà. Pourquoi moi? Alors, j'ai toujours été plus ou moins... Batailleur, travailleur, c'est dur d'être marin pêcheur, Ouais, on sait. Oui, c'est un métier dur. Ouais. Où il faut se battre contre les éléments, contre la mer. Exactement. Mais quand on aime ce métier-là, on y va, quoi. On y va, c'est vrai que... Mais du coup, là, c'est devenu compliqué. Ouais. Et avec ma copine, on s'est séparés. Oh. On s'est séparés, ça fait 1 an maintenant. Donc suite au décès de votre sœur, Ouais, suite au décès de mon sœur. 1 an après, on s'est séparés. Elle n'a pas trop compris. C'est vous qui avez voulu mettre fin à la relation? Oui, c'est moi qui ai voulu mettre fin. Oui, parce qu'en fait, je lui en veux pas, mais j'ai le sentiment qu'elle n'arrivait pas à comprendre ma douleur. Ah, c'est pas dû au fait vous avez le sentiment qu'elle vous éloignait de votre sœur, c'est plutôt qu'elle comprenait pas ce que vous viviez, ou c'est un peu les deux peut-être? Non, vraiment, plus cette partie-là. Parce qu'après, elle, je lui ai pardonné qu'elle voulait pas. Bon, mais vous ne sentiez pas compris. Ouais, voilà, j'ai l'impression que... Quelquefois, quand on souffre beaucoup, c'est un peu comme un animal blessé, on a envie d'être dans sa tanière. On n'a pas forcément, on n'est pas très très prêt pour l'amour quand on vit comme ça, comme vous, à répétition des épreuves. Un peu, vous savez, on dit que les animaux se cachent pour mourir et l'être humain, il se cache dans sa tanière pour penser ses blessures. Et quand on est quand on traverse comme ça plusieurs épreuves, on a envie d'être seul, de parler à personne. Alors en même temps, finalement, on creuse encore plus sa solitude, mais c'est vrai que c'est un moment où on a envie d'être seul avec soi. Oui, c'est ça. Ouais. On a envie de pas, on n'a pas envie de parler de toute façon. Oui. Après, il y a des amis qui me disent, il faut aller voir quelqu'un, à la limite un psychiatre. Ouais. Et vous en pensez quoi, vous? Qu'est-ce que vous dites? Non, parce que j'ai déjà eu affaire à un psy. Oui. Et j'ai pas aimé parce que, je suis pas tombé sur le bon, sans doute. Ouais. Mais il fallait que je parle. Elle me posait pas de questions. Ah oui. Du coup, j'avais pas envie de parler, quoi. Non. Ouais. Et vous posez aucune question sur vous, sur ce que vous sentez? Elle m'a dit, racontez-moi, mais je savais pas quoi lui dire. Et puis, je pense qu'il y a le fait aussi que... Parce que là, vous voyez, vous racontez facilement, là, vous voyez, à l'antenne. Oui. Et moi, je suis psy. Et vous me parlez, Mais, parce que j'ai pris du recul, là. J'ai vraiment pris sur moi. Ouais. Mais c'est compliqué, puis j'ai l'impression que ma vie, en fait, c'est de la merde. Je suis désolé du mot. Ouais, non, je comprends. Et puis qu'en fait, on a envie de plus rien. Oui, vous trouvez plus le sens parce que vous voyez, vous aviez un métier qui avait du sens pour vous. Alors je dis pas que l'informatique n'en a pas, mais c'est pas le même sens. Et puis et puis votre famille, vos proches, vous avez perdu votre papa, votre sœur se suicide, votre frère est parti, votre oncle. Ça fait beaucoup, donc vous vous sentez tout d'un coup très très lâché, en fait, très abandonné. Par la mer, presque. Votre corps vous lâche aussi. Votre corps vous fait un seul tour parce que votre dos vous dit non, tu feras plus ce métier-là. Donc c'est un peu comme si on vous avait lâché, je vais dire, en race campagne avec un écran d'ordinateur, quoi. Oui, voilà. C'est vrai. C'est vrai. Et l'informatique au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à coder, j'ai du mal à créer des scripts, parce que je crée des jeux. Oui. J'ai du mal à le faire, j'en ai marre. Vous en avez marre, oui. Au bout d'une heure, j'en ai marre. Alors qu'avant, non. Ah non, avant, j'étais tout le temps dessus même, et ça portait préjudice au couple.
Et c'est vrai que du coup, ça avait fait des conflits à cause de ça. Donc, j'avais dit, on va se calmer. Ouais. Et puis, voilà. Et donc, vous observez que vous en avez marre. Et qu'est-ce que ça vous inspire, le fait d'en avoir marre? Qu'est-ce que, vous voyez, qu'est-ce que vous observez dans le fait d'en avoir marre chez vous? Mais je sais pas trop, en fait. Ouais. Comment ça se passe, par exemple, quand vous en avez marre? En admettant, voilà, on cherche ensemble, là, vous êtes devant votre écran, vous commencez un truc que vous aimez bien avant. Et puis, en fait, vous, d'un quart d'heure, vous dites, bon, non, ça m'ennuie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit en vous qui fait que ça vous décrochez? Quelle pensée? Quelle émotion? C'est un manque de concentration, déjà. Ouais. Ouais. Parce que j'ai ce problème-là depuis un moment. Mais c'est la souffrance, ça. Ouais, et en fait, ça m'énerve. Du coup, je m'énerve, prennent le dessus. Parce que vous trouvez plus vos capacités habituelles. Du coup, ça marche pas. Ouais. D'accord. Ça marche pas comme ça marchait avant. Et du coup, vous n'êtes pas content. Oui, mais. Oui, pas content. C'est logique. Oui, du coup, vous n'avez plus le plaisir parce qu'avant, ça marchait facilement. Donc, il y avait du plaisir associé. Et là, ça devient difficile. Ouais. Et puis j'étais content parce que j'étais autodidacte, j'ai appris vraiment comme ça avec les bouquins et tout. Et moi, j'ai pas fait de grandes études. J'ai fini l'école en 6e. Ouais. J'ai pas de grande culture. Je suis pas quelqu'un de cultivé, quoi. Puis Dieu, c'est vraiment une petite île. On est tous ensemble, on se connaît tous. Du coup, c'est vrai que sur le continent, maintenant je suis sur le continent, mais je vois bien que je suis un peu décalé par certaines personnes, quoi. J'ai pas les mots qu'ils utilisent pour s'exprimer. Et est-ce que vous êtes en train de me dire que du coup ça commence à vous faire douter de vous alors qu'avant vous ne doutiez pas? Complètement. C'est ça qui est nouveau. Oui. Je doute quand je parle avec des gens et je fais attention à ce que je vais dire, les mots que je vais employer. Et même le regard maintenant des gens m'inquiète, quoi. Quand on me regarde, je me sens. Donc vous perdez pied. Vous perdez pied. Ouais. Et ça c'est très angoissant. Je me sens complètement ailleurs. Oui, je comprends. Quand j'ai senti ça, je me suis dit, je vais arrêter l'informatique et je vais me mettre à faire du massage, parce que j'adore faire du massage. Ouais. J'ai suivi du coup une formation, qui coûte très cher d'ailleurs, et je vais me lancer. Je vais faire du massage à domicile, vu qu'il y a une demande. J'avais fait une étude de marché, et il y a une demande. Mais le problème, c'est que cet été, quand j'ai voulu lancer ça, j'ai eu des problèmes de santé. J'ai eu des problèmes avec ma dentition, du coup je me suis fait arracher des dents, du coup maintenant je peux plus sourire, et là il faut que j'attende encore, l'année prochaine pour que tout s'arrange, et je me suis dit, mais c'est encore un coup de bâton qui me tombe dessus, pour pas que j'y arrive. J'ai dit, je comprends pas, et alors j'aimerais faire ça, bon, ça peut être bien, quoi. Mais on dirait que votre corps vous dit que vous ne vous écoutez pas. Oui, les dents, c'est l'énergie vitale. Hein. Nos dents, on est reliés. Hein, c'est très, même psychologiquement, c'est difficile, le rapport aux dents, de se faire enlever des dents ou des dents qui sont malades. Ça parle de notre énergie vitale. Donc, chez vous, Christophe, c'est vrai qu'il y a une histoire de racine vitale qui est abîmée, en fait, chez vous, comme un codage, vous qui codez des programmes. Et je vais prendre une image d'informatique. C'est comme si le réseau, vous voyez la carte codée, elle code plus, ça code plus chez vous. Et du coup, les connexions se font plus. Entre corps, esprit, âme, tout ça n'est plus dans l'axe. Du coup, votre corps, il vous fait des siennes, il vous dit, regarde ce qui m'arrive. Il vous alerte, en fait, C'est des warnings qu'il vous envoie. Que ce soit l'hernie discale ou vos dents, c'est des warnings. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez, vous mettre. Alors, ça va être la trêve des confiseurs, mettre en mode pause, prendre un peu de temps avec vous-même, avec des proches, des amis. Si j'entends bien, vous me dites j'ai pas envie de voir un psy ou tenter quelqu'un qui vous convienne. Ou je parlais en début d'émission avec Émilien d'hypnose ou de sophrologie, vous qui aimez les massages. Voilà, vous pourriez peut-être passer par le corps, puisque c'est votre corps qui vous envoie les warnings. Il va être un bon agent de renseignement dans l'enquête sur vous-même. Donc servez-vous de lui, puisque vous n'avez pas forcément envie de parler. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de passer par la parole, passez par votre corps. Lui est très savant, il va vous dire beaucoup de choses. Et pour arriver à vous reconnecter. Parce qu'il y a des connexions qui se font plus. Alors,
On pourrait parler des heures sur des projets de boulot, de choses que j'aime bien faire, vous voyez, mais en fait, il n'est pas là le vrai sujet. Le sujet, il y a une histoire de connexion qui s'est perdue en cours de route. Alors, on comprend, il y a plein d'éléments qui font que ça a du sens, que la connexion se soit perdue. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Enfin, voilà, vous avez vécu des vrais événements traumatisants, des vrais chocs et des traumas psychologiques. Mais c'est compliqué parce que je peux pas tout raconter, ce serait trop long. Il faudrait 2 heures pour tout raconter. Il y a le fait aussi que dans notre famille, on est une famille compliquée et notre père nous battait, quoi. Donc, moi un peu moins parce qu'on est 6 dans la famille. Moi j'ai eu la chance de ne pas avoir vraiment ce que eux ils ont eu, à être enfermés dans des placards. Des trucs terribles, vraiment. Ma mère s'en est pris, mais plein. Ça a été. Et je pense qu'il y a ça aussi qui peut jouer. Bien sûr. Je pense. Bien sûr, Christophe. Bien sûr. C'est même très, très... Vous pensez bien. Sachez que vous pensez bien. Et qu'avec l'histoire que vous avez, l'histoire du petit enfant qui est en vous et qui finalement est allé affronter... Il y a de la fuite, vous voyez, chez vous. Il y a beaucoup de fuites. Hein, j'entends beaucoup de fuites. Il y a de la quête. Et il y a de la fuite, souvent ça marche ensemble. Alors vous fuyez en mer, vous fuyez devant des écrans. Là maintenant vous dites faire du massage, puis votre corps vous dit pas question, tu restes là, parce que moi je t'ai à l'œil. Et je vais pas te laisser faire n'importe quoi, je te surveille. Hein, il y a Eridan qui envoie un joli message, il dit « Vous êtes passé d'une navigation à une autre et ce n'est pas rien. Certes, la vie a naufragé vos proches, mais vous n'êtes pas perdu en mer. » Et je suis sûre que vous traversez la vie comme vous avez traversé la mer. Ce n'est pas la vie qui vous traverse. Et ça, c'est très beau. Ah oui, c'est... Merci, Ridan. Et puis, Brigitte qui vous dit, franchement, vous vous exprimez très bien. Pas de souci de ce côté-là. Mais tant de choses terribles vous sont arrivées. Donnez-vous le temps de vous reconstruire. Soyez indulgent et compatissant avec vous-même. C'est ça, mais c'est compliqué parce que la vie, dans la société où on vit, ne nous laisse pas le temps. Ben oui, vous avez raison, que la vie d'aujourd'hui nous laisse rarement le temps et pourtant on en a fortement besoin. Alors c'est pour ça que je vous parlais un peu de trêve des confiseurs, mais c'est vrai quand vous parlez du regard des autres que vous redoutez sur vous, en doutant de vos capacités, c'est le regard que vous portez sur vous-même le plus grave. Vous voyez ? Et le jour où il va être un peu plus apaisé, vous allez mieux vous regarder, vous serez moins inquiet du regard de l'autre. Parce qu'effectivement, je partage... à 200% ce que dit Brigitte, on sent bien dans la bagarre que vous avez mis, peut-être qu'il y a beaucoup de bagarres qui fait écho à la violence de votre papa, et le petit garçon il s'est beaucoup bagarré pour vivre sereinement, et il a besoin qu'on l'écoute, ce petit garçon là. Mais de toute façon c'est ça, on a envie de parler, il y avait Marc tout à l'heure, je crois que c'est ça. Oui, c'était Marc. Il disait que on veut t'écouter et on veut écouter. Oui, et on en a besoin, bien sûr. C'est ça. C'est le récit de nos expériences qui font la trame de nos vies, et si on ne la met pas en mots, en paroles, si on l'exprime pas, ça reste ancré, ça reste le trésor au fond de la mer. Le souci, c'est que je n'arrive pas à écouter. C'est mon problème. Mais parce que c'est ce que votre corps vous dit d'ailleurs, que vous ne vous écoutez pas, mais c'est en étant écouté que vous allez apprendre à vous écouter. C'est pour ça qu'un psy, ça sert aussi à ça. Ça sert à vous apprendre l'écoute de vous-même. Vous voyez ? Et que si on vous écoute, parce que vous avez un papa qui vous a pas écouté, vous allez apprendre à vous écouter. Et ce sera un joli cadeau que vous vous ferez. En tout cas, ça pourrait être un beau cadeau pour Noël. Je vous le souhaite. Merci Christophe, c'est courageux de nous avoir appelés. Et bon vent aux marins. Et rappelez-nous, tenez-nous au courant. Oui, j'hésiterai pas. Bon courage à vous, bon vent. Votre émission en plus. Bonsoir Christophe. Bonne nuit à tous, bonne nuit chers auditeurs, à vendredi prochain. Il est 1h.